nous attaquons le chapitre 3. Excusez-moi, je vais être obligé de mettre le pied sur l'accélérateur parce qu'il a accusé déjà un retard. Et vous voyez que déjà j'ai perdu plus de 30 minutes. En plus, il y a des étudiants d'histoire qui vont nous envoyer avant l'heure. Donc je vais terminer le chapitre 3 et éventuellement commencer le chapitre 4. La semaine prochaine, Inch'Allah, puisque M. Diallo a déjà terminé, il m'a dit qu'il a gagné les questions mes deux, pas grave. Mais la semaine prochaine, s'il ne pleut pas, alors on fera 4 heures. 4 heures et on terminera le cours. Ok? Voilà. Donc, le chapitre porte sur les outils et mécanismes de la gouvernance territoriale. Je vais toujours expliquer qu'avec la gouvernance, on cherche à améliorer les modes de vie et les conditions de vie des populations. Et dans la gouvernance, il est question d'analyser le jeu des acteurs. Pourquoi la gouvernance? Je vais expliquer. C'est pour améliorer la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, c'est surtout l'implication de tous les acteurs. Il faut que tous les acteurs soient impliqués dans le processus. Quand il s'agit de gouvernance territoriale, alors on doit arriver quand même à identifier l'ensemble des acteurs susceptibles d'intervenir dans la gestion. Je vous ai donné un exemple pour les collectivités territoriales en vous montrant l'ensemble des acteurs qui interviennent, à savoir le maire, le conseil, l'État, le représentant de l'État, etc. L'objectif est quand même de renforcer la démocratie, mais de promouvoir aussi une gestion transparente. Alors, pour ce cours, nous allons voir quels sont les outils qui accompagnent la gouvernance. Nous avons en premier lieu la planification territoriale. C'est un outil fondamental de la gouvernance. C'est un outil fondamental de la gouvernance. Et elle est définie comme un processus de définition d'objectifs. Quand on est dans la planification territoriale, alors on définit d'abord les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire réellement. Donc la définition des objectifs. Ensuite, quelle stratégie doit-on adopter pour réaliser le projet du territoire qui vise à orienter le développement d'un territoire donné en tenant compte de ses ressources et de ses besoins et contraintes. Il y a ce qu'on appelle la méthode AFON qui permet d'identifier les forces et les faiblesses d'un territoire, mais aussi les opportunités et les contraintes. Donc si vous utilisez la méthode AFON, vous faites un diagnostic territorial. À l'issue du diagnostic territorial, maintenant, vous pouvez amorcer une dynamique de planification en tenant compte justement de la disponibilité des ressources. Planifier, je l'ai fait la dernière fois, c'est d'abord se fixer des objectifs, dégager des stratégies, identifier le lieu qui doit abriter le projet, s'inscrire dans une dimension temporelle, monter le coût financier et identifier les acteurs qui doivent participer. Si vous le faites, alors vous réussissez votre planification territoriale. Donc dans le cadre de la gouvernance, si on est en face d'un défi, et quel qu'en soit le problème, alors il faut arriver dans un premier temps à se fixer des objectifs clairs, des objectifs qui relèvent du diagnostic territorial.
on ne peut pas faire la planification sans un diagnostic clair. Donc si vous réussissez le diagnostic, à partir de là, vous dégagez les objectifs. Ensuite, vous dégagez la stratégie à adopter. Puis, vous vous inscrivez dans une dimension temporelle. Après, vous dégagez le coût et les actions. À supposer qu'on veuille, par exemple, construire un foyer de jeunes. Si cela relève véritablement de besoins exprimés par les populations dans le document de planification territoriale. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va se fixer comme objectif la construire un foyer de jeunes. Parce que c'est un besoin exprimé par les populations. La stratégie, quelle stratégie doit-on adopter pour construire? Alors, on peut utiliser la maîtrise d'ouvrage communal avec méthode de passation des marchés publics, le choix de maître d'œuvre technique, le choix de maître d'œuvre social, le choix d'une entreprise, d'un bureau de contrôle pour construire. Donc, ici la stratégie, c'est la maîtrise d'ouvrage communal. Maintenant, quand où on identifie une localité dans la commune qui va appliquer le projet. Donc le projet de construction se fera dans tel quartier. Là, on a identifié le local. Maintenant, quand? Alors, puisque nous avons le financement, on va chercher dans le temps. Peut-être, on va commencer les travaux au mois de janvier, du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, la construction. Éviter la période d'hivernage. C'est pourquoi on dit la dimension temporelle elle est importante. Si maintenant vous faites la marque, la méthode active de recherche participative, alors là, on tient compte du calendrier saisonnier. Si vous avez un projet dans un milieu rural, pourquoi est-il important de tenir compte du calendrier saisonnier? C'est parce que dans le calendrier saisonnier, on identifie l'ensemble des activités. Par exemple, vous définissez les 4 saisons. Comme, pareillement, nous sommes à quelle saison? À quelle saison à Wolof ci la lañ nekk actuellement nii nawet avant nawet lan moo am noor léegi noor bi lan la ciy def et avant noor ba mooy ñëw loolu avant loolu coroon donc am ngeen coroon loolu noor nawet et pour chaque attention pourquoi c'est important? On est dans le diagnostic territorial. Vous ne pouvez pas commencer les travaux durant la période de saison des pluies. Vous n'êtes pas pour tabax un foyer de jeunes au village. Vous risquez de ne pas avoir la main-d'œuvre parce que les gens sont dans les champs. Les gens n'ont pas ce temps. Peut-être qu'on vous dira, il faut attendre la période de nord. Sinon, oui, nous devons commencer les travaux. Et c'est important parce que, en faisant le calendrier saisonnier, vous avez les activités des hommes, les activités des femmes, les activités des jeunes. Ça, c'est important. En période de nord, les hommes se reposent ou bien ils commencent à débroussailler, ça c'est vers la fin, mais c'est une période de repos pour les hommes. Et pour les femmes, dans certaines sociétés traditionnelles, surtout
chez nous en Mille-Safi, en période de Tchorol, autant pour moi du Nord, les femmes vont faire de la cueillette et vendre des produits de la cueillette. C'est important. Les jeunes, pour la plupart, sont à l'université maintenant, d'autres sont dans les écoles. Alors, ceux qui ne sont pas dans les écoles sont au village. Donc vous avez la main-d'œuvre qui est disponible. C'est pourquoi il est important, dans le cadre de la planification territoriale, de tenir compte du calendrier saisonnier. Ensuite, le coût. Parce que si vous n'avez pas de financement, vous ne pouvez pas prétendre lancer le projet, notamment la loi sur la passation des marchés publics. Et quand vous aurez fini, vous vous intéressez maintenant aux acteurs. Si c'est l'État qui, dans le cadre d'une convention tripartite, a signé avec l'AFD ou bien avec un bailleur de fonds, comme par exemple les fonds européens de développement, il y a une convention qui lie le bailleur à l'État et une convention qui lie l'État à la collectivité territoriale. Vous avez aussi d'autres acteurs comme par exemple les ONG. Donc nous avons ici l'État, la collectivité territoriale, le bailleur de fonds, les ONG, les associations, bref ce qu'on appelle les organisations communautaires de base. Bon. Si on doit prendre cet outil de planification, comme je vous l'ai dit, on part d'un diagnostic territorial approfondi. Si vous faites le diagnostic, à partir de là, vous avez les objectifs qui vont jaillir de manière spontanée et vous prenez maintenant à partir des objectifs pour faire la planification. Et dans la planification, il y a d'abord les stratégies, il y a la localité, il y a le temps, le coût et les acteurs. Ça, c'est la planification territoriale. Maintenant, il y a aussi une autre forme de planification. C'est la participation citoyenne et la démocratie participative. C'est un outil. Vous avez planifié, mais vous avez besoin de la participation des acteurs, surtout les bénéficiaires. Donc, pour la participation citoyenne, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un processus par lequel les citoyens contribuent aux décisions qui les concernent et aux actions entreprises par les autorités publiques et les autres acteurs en matière de gouvernance et de développement territorial. Lorsque j'avais réalisé le PLD de la commune de Dias, il est ressorti du diagnostic que certains villages étaient confrontés à un problème d'eau, de manque d'eau. Suivez. J'ai fait le diagnostic de 17 villages qui composent la commune et il est ressorti, évidemment, un problème de manque d'eau. Alors, dans mon village, à Bagna, précisément, après l'étude, on a fait la planification. C'est pourquoi je dis la planification territoriale est importante. Pour le maire, il dispose de l'outil. L'outil est là. N'est-ce pas? Il a par devant lui l'outil parce que la planification est un outil qui se présente sous forme de document. Il sait que le maire, il doit régler le problème de l'eau dans les différents villages. Mais puisque, dans le cadre de la gouvernance, on dit qu'il ne faut pas tout laisser entre les mains des autorités. Il faut qu'il y ait de la participation citoyenne. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait une sortie pour poser le paradoxe du village de Kirène.
quand les populations de Kirène sont sorties pour dire que Kirène a soif, alors cela m'a beaucoup marqué. Parce que Kirène ne peut pas abriter la plus grande usine d'eau minérale, Kirène, et souffrir de manque d'eau. Pourquoi l'usine d'eau Kirène ne peut pas approvisionner le village en eau potable? Ça, c'est une question fondamentale. Et je disais aux gens de Kirène que vous devez vous mobiliser et porter plainte contre le groupe Siago, parce qu'on a abusé de vous 2 fois. Dans le premier temps, on a donné le nom de votre eau, qui était de votre ressource hydrique, directement dans la maille sociale. Et que cette eau est commercialisée avec le nom, le label de Kirène, qui est le village. Donc en retour, on devrait véritablement vous donner des ressources. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a aussi la téléphonie. Ils ont créé une téléphonie du nom de Kirène. Donc, ils devraient se mobiliser et attaquer le groupe Siago de Alcantara. C'est un ami à moi, le directeur général du groupe Siago. On a discuté, mais ce que je lui ai fait comprendre, c'est que, évidemment, il doit prendre et doit s'impliquer dans la prise en charge de la demande en eau potable pour différents villages. Parce que le fait d'avoir installé l'usine d'eau Kirène, mais cela contribue à l'affaissement de la nappe. Parce que dans la zone de Dias, où il y a le Hors, on a noté un accident tectonique il y a cela 200 millions d'années. Et cet accident qui a fait jaillir le Hors et les plateaux de Thiès a aussi engendré l'émergence d'une nappe captive qu'on appelle le maïs. C'est pourquoi, si vous allez dans ces villages, vous avez véritablement de l'eau de roche. Et ce n'est pas pour rien qu'on est dans les parages l'usine d'eau Kirène, l'usine d'eau Safi, l'usine d'eau Mana et une autre usine. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque j'ai posé la problématique, alors il était question quand même de chercher une solution dans le cadre de la participation citoyenne. Alors, nous avons mis en place une structure dénommée ADB, Association pour le développement de Bagna, que j'ai dirigée, j'ai été le président, mais toujours dans le cadre de la gouvernance participative. La participation citoyenne. Je mentionne ces activités pour vous faire comprendre que dans vos différentes localités, vous ne devez pas tout attendre de l'État et des collectivités territoriales. Mettez en place des structures et contribuez sous forme de participation citoyenne. Et lorsque j'ai fait l'étude diagnostic du problème de l'eau, mon ami Mackenzie, qui est le directeur de bassin des ressources, qui est un Australien, multimilliardaire, c'est un ami à moi, il m'a dit, je suis prêt. Attendez, suivez. Michael Mackenzie. Ce que je vous dis, allez au village de Banyala où j'habite. Les populations vous diront que si on a accès à l'eau potable, c'est grâce à M. Ngoma. C'est une contribution citoyenne. C'est ça qu'on appelle une participation citoyenne. C'est réel. Vous savez, c'est à travers ces enseignements. Pourquoi il est important
pourquoi il est important de soulever les enjeux de ces enseignements. C'est pour vous montrer que non seulement le concept est un concept nouveau, mais un concept qui va avec le développement territorial. Je voulais jusque-là parler des acteurs. On a parlé des acteurs, la typologie des acteurs sur le territoire. Nous, en tant que citoyens de Bagna, nous sommes des acteurs. Maintenant, est-ce que nous devons tout attendre de l'État et des collectivités territoriales? Non. Notre mission, dans le cadre de la gouvernance, c'est que nous sommes un acteur et que nous devons jouer notre partition dans le développement territorial. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le cadre de cet enseignement, on dit gouvernance et développement territorial. Donc les acteurs de la gouvernance doivent faire des actions de développement territorial. Il n'a pas été dit qu'on vous a identifié comme acteur, vous êtes acteur, et là, comme sorte de résultat. Non, vous devez participer à la gestion. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on définit la gouvernance, on dit l'implication de tous les acteurs dans les prises de décision. Mais dans le cas de la participation citoyenne, vous voyez, le problème a été posé. Lorsque j'ai fait des diagnostics territoriaux à travers mon cabinet, pour la collectivité territoriale, il est ressorti le problème de l'eau dans plusieurs villages. Mais puisque je suis du village de Bagna, alors la première chose que j'ai fait, c'est de mettre en place une association dénommée ADB, Association pour le développement de Bagna. Et cette association a tenu des ateliers pour voir dans quelle mesure on peut s'impliquer dans la gestion de l'eau. J'ai rencontré le maire à l'époque à Sambossis et je lui ai dit que déjà, suivez derrière, les étudiants du soir, là, si vous continuez à parler, je vais vous faire sortir. Sinon, on va rendez-vous le vendredi. Alors, vous pouvez aussi écouter, hein, ça vous intéresse. Je suis dans la participation citoyenne. Pour vous montrer, je prends plusieurs exemples, vous allez voir que l'association a posé la problématique à travers, parce que moi, puisque je dirigeais l'association, je suis le président de l'association, j'ai utilisé justement le canevas des associations pour arriver à planifier. Pourquoi déjà, il y a la planification. Donc, je suis passé d'abord par la planification. Lorsqu'on a planifié, on s'est rendu compte qu'il nous faut un objectif. L'objectif, c'est d'abord de régler le problème d'addiction d'eau. Et par ricochet, on est arrivé à élaborer un projet de le projet, projet d'addiction d'eau du village de Bagna. Et lorsqu'on a lancé le projet, mon ami Michael Mackenzie, qui est le propriétaire de Terrasse d'Anvers, lorsqu'il a vu, m'a vu à la télé, aussitôt il m'a appelé. Vous écoutez ça. Parce que je peux lire, hein, on termine le cours. Mais si on donne des explications, c'est pour que vous ayez suffisamment d'arguments pour pouvoir préparer déjà vos mémoires et votre thèse. Parce qu'à partir de ce cours-là, j'ai eu plusieurs docteurs. Le cours de gouvernance. Beaucoup de docteurs qui ont soutenu leur thèse à partir du cours de gouvernance. Parce que la géographie, puisqu'on n'a pas le temps d'aller sur le terrain, alors je ne veux pas me focaliser sur un cours théorique. Normalement, on devrait aller sur le terrain, voir des études de cas dans le cadre de la gouvernance. On pouvait aller à Djibouti-Tiamakao. Je vous explique le projet.
le projet de Djibril Diallo, qui a mis en place le CADTK, le collectif des associations de Djibril Diallo. J'ai été là-bas avec les étudiants. Nous avons fait une étude dans le cadre de la gouvernance pour montrer évidemment que ce collectif a réussi mieux que la collectivité territoriale. Et que le collectif, dans le cadre d'un programme de gouvernance avec, a réussi aujourd'hui à avoir un budget supérieur au budget de la collectivité territoriale. J'ai plusieurs études de cas. Parce que comme je l'ai dit, j'ai fait ma thèse sur la gouvernance. Je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré plusieurs acteurs. Mais puisque nous ne pouvons pas aller sur le terrain, ce que je peux, à travers le cours, vous faire part de ces expériences. Parce que je suis à l'étape de la participation citoyenne. Pour montrer, dans le cadre de la gouvernance, le rôle des acteurs. L'exemple que j'ai pris, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre à travers ce projet d'adduction d'eau, c'est surtout, quand il s'agissait de financer le projet, il y a ce qu'on appelle une contrepartie. Même les bailleurs, quand ils contractualisent avec l'État, ils disent à l'État, on peut prendre en charge les 80%, mais vous prenez les 20%. Les 20% constituent ce qu'on appelle la contrepartie. Nous, au niveau du village, lorsqu'on a fait l'étude, il s'est avéré que le projet devait être réalisé à hauteur de 12 millions. Et qu'est-ce que j'ai dit à McKinsey? Bon, je dis, vous prenez les 10 millions, et nous, au niveau du village, on va tout faire pour prendre en charge les 2 millions. Aussitôt, les gens sont réunis et ils m'ont appelé, j'étais à Dakar, pour me dire que, dites-nous exactement combien on doit cotiser pour avoir le montant de la contrepartie. J'ai dit, ne vous en faites pas, ne cotisez pas. Mais on a une nouvelle forme d'exprimer notre contrepartie à travers la main-d'œuvre. Parce que dans le projet, le fait de mettre la canalisation était assujetti à un coût financier. On devait creuser pour mettre les tuyaux. Et c'était, dans le projet, on l'a facturé. J'ai dit maintenant, au lieu de payer des gens qui vont venir creuser, nous, le village se mobilise et transforme maintenant sa contrepartie en main-d'œuvre. Ça relève d'une participation citoyenne. Est-ce que vous voyez? Donc, dans tout projet, dans toute localité, si vous faites des investigations dans vos localités, vous verrez qu'il y a des associations qui sont là-bas et qui participent au développement de votre territoire. Donc, s'il y a, déjà, il y a l'État, c'est un acteur. Vous avez la collectivité territoriale qui intervient. Vous avez aussi, quand on fait le diagramme de Venn, vous avez des ONG qui interviennent. Vous avez aussi des acteurs, comme des groupements de femmes, des associations, l'amicale des étudiants et autres. Est-ce que l'amicale des étudiants doit tout simplement rester ici, faire des activités au niveau de l'université? Non. En période de hivernage, vous pouvez retourner chez vous et organiser des opérations de forestation, c'est-à-dire de reboisement. Ou bien demander au maire s'il a un projet et vous voulez participer. C'est ça qu'on appelle participation citoyenne. Donc la participation citoyenne, elle est importante dans le cadre du développement territorial. Puisque dans le contexte de la gouvernance, je le répète, il est question de typologie des acteurs. Maintenant, l'activité ou l'action de ces acteurs nous renvoie vers le développement territorial. Ceci étant, on dit que cela renforce la démocratie, évidemment, parce que nous avons ici une gestion horizontale. En dehors de tout ce qui est mis en place par la voie formelle, on a des acteurs qui viennent s'impliquer dans la gestion. Et ceci renforce la démocratie, ceci renforce la transparence dans la
dans la gestion. Donc la participation citoyenne, c'est un processus par lequel les citoyens contribuent aux décisions qui les concernent et aux actions entreprises par les autorités publiques et les acteurs et les autres acteurs en matière de gouvernance et de développement territorial. Donc, il ne faut pas être attentiste. Il ne faut pas se dire, on a identifié un problème, on attend l'État. On attend le maire. Non. Dans le cadre de participation citoyenne, vous pouvez, évidemment, vous lever et aller gérer le problème. C'est ce qui s'est passé à Djibé Thiaroye. Parce que j'ai posé un problème d'inondation et lorsque les associations sont parties voir le maire leur a dit que je ne peux rien faire pour régler ce problème d'inondation. Et il avait parfaitement raison. Vous savez pourquoi? Parce que cela relève du domaine de l'assainissement, alors que l'assainissement n'est pas une compétence transférée. Je dis par jurisprudence. Ce n'est pas parce que cela relève du domaine de l'assainissement que vous allez dire que non, je ne vais pas trouver une solution, que je ne vais pas creuser. Parce que, par ricochet, ou bien en conséquence, si la stagnation des eaux engendre l'émergence de bactéries et la prolifération de certaines maladies, mais il se pose là un problème de santé publique. Alors que le problème de santé publique est géré par la collectivité territoriale. Donc, à Djibé Thiaroye, lorsqu'ils ont vu le maire a dégagé ses responsabilités, alors ils ont créé le collectif des associations. Toutes les associations se sont réunies. Alors, elles ont cotisé pour acheter des motopompes, acheter gasoil et autres, mettre en place dans chaque quartier des équipes de pompage, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont réussi à évacuer l'eau et soulager les populations de ce problème-là. Parce que, comme je l'ai dit, le bar Bopé neuf, toujours il y a le bon qui fixe. Après, ils ont eu un bailleur qui est venu. C'est les gens d'Anvers, les Belges. Ils sont venus, ils ne sont pas allés directement vers la collectivité territoriale, mais ils ont préféré travailler avec le collectif qui était déjà là, présent, et qui travaillait pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés la collectivité. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont mis un programme. Ils ont financé, les Belges, le programme les activités de l'association à hauteur de 180 millions. Alors que la collectivité locale avait un budget de 120 millions. Vous imaginez? C'est ça une participation citoyenne. Après, ils ont eu Urbanisme sans frontières, ils ont eu les bailleurs de Suisse, j'ai travaillé avec eux, je les ai accompagnés aussi, comme consultants, et ils avaient vraiment mis la canalisation, ils ont contribué au développement. C'est pourquoi je dis, dans le cadre de la participation citoyenne, il faut que les acteurs s'impliquent. Il ne faut pas attendre tout simplement qu'on vous implique, mais il faut aussi une sorte de saisie pour participer au développement. N'est-ce pas? Alors, à propos de la démocratie participative, c'est un modèle de gouvernance dans lequel les citoyens sont directement impliqués dans le processus décisionnel et la gestion des affaires publiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales, il est arrivé un moment où un décret est pris par l'État pour que chaque collectivité territoriale dispose d'un cadre de concertation. Pourquoi un cadre de concertation? Et la mise en place des conseils de quartier, c'est pour renforcer la démocratie. On ne peut pas tout laisser entre les mains des conseillers. Lorsque les conseillers délibèrent,
Alors, c'est un groupe minuscule, quoi qui représente des populations, mais ce groupe qui délibère peut avoir des collaborateurs. Ce groupe doit avoir des interlocuteurs. C'est pourquoi on a demandé, dans chaque commune, à ce qu'il y ait un cadre de concertation, une structure fêtière qui regroupe l'ensemble des associations. Et cette structure fêtière, qu'on appelle cadre de concertation, va servir de conseil au maire. Donc, le maire, au-delà des décisions prises par le conseil, au-delà de ses prérogatives, il a à côté de lui un cadre de concertation qui est là, qui peut l'aider dans l'exercice de ses fonctions. Et ceci constitue quoi? Le renforcement de la démocratie. Donc on a impliqué des acteurs qui ne sont pas élus. Au-delà des élus, il faut aussi qu'il y ait véritablement des acteurs citoyens, ce que Mme Bien appelle le capital social. Donc, elle vise à renforcer la légitimité. Parce que plus on a des acteurs, plus la gestion devient transparente. Si le maire sait que les associations sont impliquées, les personnes ressources, les leaders d'opinion, sont impliqués au-delà des conseils, alors il va revoir sa gestion. Parce qu'il sait qu'il a derrière lui des acteurs qui peuvent, à un moment, jaillir et demander des comptes au maire. Lorsqu'on a parlé du budget participatif, qui a été initié à porter à l'église, Brésil, porté ici par Enda Thiermont, dirigé par mon ami de Enda, j'oublie son nom. C'est un ami d'Épinal. Vous savez, il arrive quelquefois que j'oublie même le nom de ma femme. Et aussi certains de mes enfants. Il y avait un vieux, il avait 36 enfants. Il ne les reconnaissait plus. Finalement, quand il voit une fille, il dit, maman, viens. Quand un garçon, papa vient parce qu'il ne tient plus le nom de ses enfants. Ça arrive, hein? Moi, je suis à ce niveau-là. Je commence à oublier le nom de mes amis. Il s'appelle Bachir Kanouté. Bachir, c'est lui qui porte le budget participatif. Et le budget participatif est un exemple de renforcement de la démocratie. Vous savez, dans les collectivités territoriales, je vais expliquer ici. Pour voter le budget, le maire organise un débat d'orientation budgétaire en convoquant les conseils. Ce sont les conseils qui viennent pour dire au maire, ah monsieur le maire, daa waxoon na dinañ defar suñu tali bi lampi tàkkuñu monsieur le maire ñun suñu koñ amul ndox, etc. Chacun pour ses doléances. Après le débat d'orientation budgétaire, le maire et l'équipe municipale se réunissent pour élaborer quoi? Le projet de budget. J'entends souvent les gens parler de vote du budget. Ce n'est pas le vote du budget, c'est le vote du projet de budget. Parce qu'on n'a pas encore le budget définitif. Le projet de budget, c'est le projet qui est élaboré par le maire, ses adjoints et ses collaborateurs. Le maire convoque à nouveau, parce qu'il avait déjà convoqué les conseils pour un débat d'orientation budgétaire. On lui a indiqué des voies, quelquefois qu'il n'est même pas tenu de suivre. Mais il le convoque à nouveau pour leur présenter le projet de budget. Et la loi dit qu'il faut transmettre le projet de budget
72 heures, 3 jours avant la tenue du conseil. Pourquoi? Pour permettre au conseil de lire le budget. Après, maintenant, ils vont venir pour donner leur avis avant le vote. Si le maire, dans le budget, met 10 millions de carburant, alors qu'il n'y a qu'un seul véhicule dans la commune, vous comprendrez évidemment qu'il y a un détournement. Ce n'est pas normal. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas, avec un seul véhicule, inscrire dans le budget 10 millions. C'est trop. Donc les conseillers peuvent refuser de voter et lui demander de rectifier. C'est pourquoi j'ai fait un projet de budget. Si il dit que oui, je prends acte, maintenant, passe au vote, les gens votent, ok. Alors, le préfet, il attend, parce que c'est à lui le contrôle de l'égalité. C'est pourquoi je dis, il y a un de mes articles où je parle de l'antipode de la décentralisation, excusez-moi, à travers ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité, c'est quoi? Moi, je dirais bon, la décentralisation est régie par deux principes. La libre administration et l'autonomie de gestion. Libre administration, moi, administration. C'est pourquoi si vous allez, quand vous allez dans les collectivités territoriales, vous allez y trouver une administration en miniature, dirigée par le secteur municipal. Vous allez y trouver le bureau des recettes de fiscalité, bureau des marchés, bureau état civil, etc. Donc une administration. Il y a une administration. Une autonomie de gestion, aussi, en tant que collectivité territoriale, que tu élabores ton budget et que tu fasses voter ton budget pour l'exécuter. C'est pourquoi on dit que la décentralisation est régie par deux principes. La libre administration et l'autonomie de gestion. Mais les gars, il y a beaucoup. Bon, vous répondre aux catégories, aux collectivités territoriales. Ou alors tu dis le contrôle. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le contrôle. Si Khalifa Sall a été épinglé par la Cour des comptes, c'est parce que l'État exerce toujours son pouvoir de contrôle. Mais vous faites un conseil, un mandat Khalifa Sall. Khalifa Sall exécuté, la caisse d'avance. Mais il n'y a pas de mal. Parce que dans le cadre de la décentralisation, on dit que c'est une gestion de proximité. La décentralisation est un processus par lequel on demande aux collectivités, aux populations d'une localité de se réunir, de mettre en place les structures de gestion et de gérer en identifiant les forces, les faiblesses, les opportunités, les contraintes, mais aussi d'adopter une politique de développement. J'ai posé la problématique au sommet de l'État. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que, attention, on a parlé d'autonomie, on n'a pas parlé d'indépendance. Donc l'État, jusque-là, ne veut pas se libérer des collectivités territoriales. Alors que dans les pays de grande démocratie, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les collectivités territoriales ont véritablement leur autonomie. Je vous l'ai dit la dernière fois. La seule erreur de Macky Sall, dans le cadre de son programme de développement, c'est de n'avoir pas mis une main sur les collectivités territoriales. Alors que c'est ce que Abdoulaye Wade avait réussi. Vous savez, la décentralisation de 1996 a été initiée sous l'ère de Abdou Diouf, avec, surtout pour la première fois, le transfert de 9 compétences. C'est pourquoi je dis, le Sénégal a commencé sa politique de décentralisation en 1996, pas en 1972. Vous verrez un de mes articles publié par une revue ivoirienne où je mets un regard critique sur les réformes. Je suis désolé, mais on est à l'acte 1 de la décentralisation, jusqu'à l'heure où je vous parle. Je défie tout le monde. Le lundi prochain, Inch'Allah, le 8
j'ai reçu la convocation. Je vais animer deux. Voilà. Deux conférences. Ouais, je vais animer deux conférences. Le au Haut Conseil des collectivités territoriales, la convocation est de Aminata Mbengue. Et c'est sur la départementalisation. Quand je dis qu'on est dans l'acte 1 de la décentralisation, c'est parce que, jusque-là, dans la définition, on dit quoi? Que la décentralisation est définie comme un processus de transfert de... Mais Sénégal, quel est le transfert de compétences? 96. Et ce que j'ai dit aussi, allez-y dans les textes. Vous faites l'historique des textes. Moi, je vous fais la genèse de la décentralisation depuis l'époque de Napoléon, depuis l'époque de Pédère, depuis l'époque de la mise en place des premières communes avec des maires dans les communes de Gorée et de Saint-Louis jusqu'à l'heure où je vous parle. Tout le processus, je le maîtrise. Pour avoir soutenu non seulement une thèse sur la décentralisation, mais pour avoir été aussi un expert en pilotage des collectivités locales, diplômé de l'école de l'AFD. Donc, on continue à Khamoud. Et j'ai fait beaucoup d'articles pour attirer l'attention des autorités. Pourquoi je pose ces problèmes? C'est parce qu'on est toujours régi, on est toujours emporté par le plagiat. Émile Lebris, lisez-le. Qu'est-ce qu'il a dit? En matière de décentralisation, en Afrique, on a mis la charrue avant les bœufs. Il a été très critique, maintenant, mais il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est en 1996 qu'on a transféré des compétences, donc la décentralisation sénégalaise a commencé en 1996. Et depuis lors, jusqu'à l'heure où je parle, on parle de l'acte 3 de la décentralisation, mais on n'a pas augmenté le nombre de compétences transférées. Donc, moi je suppose qu'on est toujours à l'acte 1. La loi de 2013, c'est une loi organique. C'est une loi qui porte sur la territorialisation. C'est ça le contenu de ma conférence devant les conseils. Donc, si je reviens à ce que je disais par rapport au budget participatif, ça a été une bonne initiative. Et ça entre dans le cadre du renforcement de la démocratie. Les Brésiliens, ils ont dit, oui, nous avons élu un conseil. Le conseil délibère pour les populations. Mais on veut aller au-delà. Aller au-delà, c'est quoi? C'est permettre aux populations de venir participer à l'élaboration du budget. C'est ça qu'on appelle un budget participatif. Et le maire a accepté, au niveau de Porto Alegre, au point que, lorsqu'on devait voter le budget, on a invité toutes les associations, les réunions d'opinion. Est-ce que vous voyez? Quelquefois, il faut sortir du cadre. C'est le problème qui se pose actuellement entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée. Chacun a raison. Quand les textes disent que le Premier ministre doit venir devant les députés, seulement les députés, pour faire sa politique de déclaration de politique générale. Mais lui, il dit, moi je préfère le faire devant, au-delà des députés, qu'on mette des acteurs. Donc lui, il est dans le contexte de la décentralisation, de la gouvernance. Au-delà de ceux qui sont élus, il veut d'autres acteurs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Des acteurs citoyens. Suivez bien dans RFI, lorsqu'il a donné ses raisons. C'est pourquoi je dis, moi je coupe la poire en deux. Parole parce que vous n'êtes pas de. Et on dit souvent, entre ta vérité et ma vérité,
il y a la vérité. Des fois, même, ça peut être parce que vous avez beaucoup de gens. Je ne donne pas mon point de vue personnel. Mais je pose la problématique, surtout dans le contexte de la gouvernance. Alors, ça a été adopté à Porto Alegre. C'était très bien parce que tous les acteurs sont venus et au moment où on votait le budget, les gens étaient là et donnaient leur point de vue. C'est normal. Le maire, il ne pouvait pas faire une sorte de surenchère sur le budget parce que les populations sont venues. Il y a des acteurs. Vous savez, dans vos quartiers, il y a des conseillers, mais il y a des experts qui habitent dans le quartier, mais qui ne sont pas dans le conseil. Mais si vous ne permettez de venir assister au conseil, là vous démultipliez le nombre d'acteurs, ce qu'on appelle la pluralité des acteurs. Et plus on a des acteurs, plus on va vers une gestion transparente et démocratique. Alors, les textes ici au Sénégal disent que le budget est voté par le conseil. Mais le maire a la possibilité de convoquer des acteurs citoyens. C'est tout comme le Premier ministre, il peut demander à ce qu'on revoie les textes du règlement intérieur et lui permettre, en dehors des députés, qu'on ait d'autres acteurs, des experts qui vont être présents et assister à la déclaration. Ici, au niveau local, le maire peut demander à l'amicale des étudiants de se représenter lors du budget, de vote du budget. C'est l'occasion pour eux de savoir combien on a budgétisé pour les associations, combien on a budgétisé pour le fonctionnement de l'institution, combien on a budgétisé dans le domaine de l'investissement. Et ceci renforce la démocratie. Les textes vont encore au-delà. Ils disent, après votre budget et approbation, le budget doit être affiché toutes les places publiques. Mais qu'est-ce qu'on voit? Déjà, les budgets ne sont même pas affichés à la mairie. Alors qu'après approbation, le maire doit afficher le budget à la mairie, à l'état civil, au marché, au foyer des jeunes. Toutes les places publiques doivent recevoir une copie du budget pour que la population puisse accéder directement au budget. Là, on est debout. Donc, dans le cadre du budget participatif, moi j'ai dit à Bachir Kanouté qu'il y a là où le bas blesse, c'est une bonne initiative, mais les textes réglementaires qui régissent le fonctionnement financier des collectivités territoriales n'ont pas pris en compte l'implication des acteurs. Donc la gouvernance. Je vous ai dit que la gouvernance est un concept nouveau. Alors que les textes qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales, notamment dans le domaine financier, remontent en 1966 avec le code de l'administration communale. Il y a une loi dénommée la loi 66-510 qui nous dicte la nomenclature des budgets des collectivités territoriales. Mais dans cette nomenclature, on dit le maire, ordonnateur du budget, le percepteur qui gère les deniers, le secrétaire municipal qui assiste le maire, mais on n'a pas mentionné la possibilité pour les populations de pouvoir contrôler la gestion du maire. Vous faites que les impliqués en amont. Mais en aval, vous n'êtes pas impliqué. J'ai dit à Bachir Kanouté, il y a un problème. Donc il faut revoir la loi 36-510. Une loi qui date de 1966 et qui jusqu'à présent n'a pas connu de réforme. 1966. Vous imaginez, madame, vous avez quel âge déjà en 66? La loi de 66.
Même moi, je ne pas encore né. Ok. La loi de 1964 portant sur le régime foncier. Vous en parlez toujours. La loi sur le domaine national. Mais c'est une loi qui date de 1964. Mais 1964, en même temps, c'est combien d'années? 64 en même temps, c'est combien d'années? On est en 2024. Hein? Ceux qui sont nés en 1964. Ce sont ces gens-là qui vont à la retraite cette année. 60 ans. Mais 60 ans d'été, ben loi de Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky, jusqu'à l'heure actuelle. On a toujours la même loi. Pourquoi ne pas avoir de problème? Il faut qu'on ait des problèmes fonciers. Je l'ai dit à mettre du bleu. Donc, pour bien manipuler cet outil, il faut obligatoirement qu'on revoie les textes. C'est ça que je voulais dire. C'est bon de parler de participation citoyenne. Mais il faut aussi que les textes soient revisités pour permettre aux populations de s'impliquer dans la gestion. Maintenant, par rapport à la participation citoyenne, toujours, je parlais de la démocratie, maintenant je reviens sur la participation citoyenne. Donc, la participation des citoyens est au cœur de la démocratie participative. Quand on parle de démocratie participative, c'est parce qu'on veut véritablement qu'il y ait une participation citoyenne. En leur permettant de contribuer au processus décisionnel, de formuler des propositions et de faire entendre leur voix. Donc le maire ne doit pas travailler tout simplement avec les conseillers, mais il doit avoir à côté de lui un cadre de concertation, mais aussi des conseils de quartier. Il doit travailler avec les délégués de quartier, il doit travailler avec les imams. Et ceci renforce véritablement la participation citoyenne. Maintenant, à propos de la transparence et l'accès à l'information, ça c'est fondamental. Il faut que l'information soit partagée. Il faut que l'information arrive au niveau de la base. Il y a beaucoup de gens, si on leur demande quel est le budget de votre commune, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Et pourtant, les textes disent que vous avez le droit d'aller au niveau de votre commune et demander au maire qu'il vous donne un extrait du budget. Il ne doit pas le refuser. Les textes vont plus loin en disant que c'est ça à vos frais. Il n'a qu'à vous donner l'exemplaire et vous faites la photocopie. Mais il ne doit pas vous refuser le budget. C'est pourquoi, par rapport aux étudiants que j'encadre, je leur dis, si toutefois le maire refuse de vous donner le budget, il faut lui rappeler l'article qui stipule que, évidemment, tout citoyen a droit d'accès au budget dans ce point. Donc, la transparence à l'accès à l'information, la transparence des institutions publiques et l'accès à l'information sont essentiels pour garantir la confiance des citoyens et leur permettre de participer de manière éclairée aux décisions. Si la personne a l'information, mais elle ne fera pas de spéculation, il faut nécessairement qu'il y ait une bonne communication. C'est pourquoi dans les collectivités territoriales, quand on veut faire du développement territorial, je dis qu'il faut miser sur la communication. Le professeur Major, la carte des activités du matin, en train de dérouler une activité, c'est une communication et TIC. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de clivage, si vous voulez qu'il n'y ait pas de marginalisation et de disparité, il faut aller vers ce qu'on appelle la société de l'information. Faire en sorte que toutes les populations aient accès à l'information. Si on réussit ce pari, ça peut être très bien. Maintenant, la diversité et l'inclusion. La démocratie participative vise à représenter la diversité des opinions. Il faut permettre à chaque citoyen de donner son opinion, quitte à ce qu'on mette des boîtes à lettres.
on devrait avoir des boîtes à lettres dans chaque commune. Parce qu'il y a des populations, parmi les populations, il y a certaines qui ne peuvent pas savoir, ils peuvent glisser à titre anonyme nos lettres et permettre aux maires de comprendre le problème auquel la commune est confrontée. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait cette diversité d'opinions, des intérêts et des besoins des citoyens en favorisant l'inclusion des groupes marginalisés et des minorités. Si, actuellement, pour les prochaines élections, voilà, mais le président, il s'appelle comment encore? Mais Paul Kagame, mais il n'est jamais descendu à 93%. Toujours, il est au-delà de 90%. Et pour cette année, vous voyez, les jeunes ont porté le combat de Paul Kagame. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a réglé le problème des Hutus et des Tutsis, le problème de génocide, a trouvé véritablement sa solution à partir de la politique de Paul Kagame. Et c'est ça qu'on veut. Il ne faut pas qu'il y ait des groupes marginalisés. Il faut aller vers l'inclusion de l'ensemble des groupes pour renforcer la démocratie. Et si la démocratie est renforcée, vous aurez une diversité d'opinions et vous allez aussi avoir une participation citoyenne au-delà du dispositif qui est là. En plus de cela, il y a aussi le dialogue. Le dialogue et la délibération. C'est fondamental. Il faut de temps en temps que les autorités communiquent avec les populations. C'est fondamental. Actuellement, ce qu'on voit au Sénégal, les marchands ambulants, en train de les déloger. Et eux, ils ont tort, ils n'ont pas tort, de toute façon, ils sont en train de respecter. C'est pourquoi, quand le Premier ministre s'est déplacé, c'est tout à fait normal. Il faut aller les rencontrer et discuter avec eux. Parce que c'est des citoyens. Il ne faut jamais dire que oui, non, de toute façon, on n'a qu'à les développer. Mais oui, peut-être qu'ils occupent illégalement l'espace, mais attention, il y a un rôle fondamental que ces gens-là jouent. Même ceux qui sont les populations qui habitent dans le quartier, en réalité, ils ne veulent pas que les ambulants quittent. Parce que la plupart d'entre eux ont transformé leur maison en centre. C'est ce qui se passe aux acheteurs. Ils vont dire oui, parce qu'il y a un français qui vient et ils disent non, il faut le déléguer. Mais en réalité, le fait de louer votre maison aux commerçants et autres, maintenant si on est délégué, il y a des magasins, ça c'est un. Deuxièmement, la collectivité territoriale, ces ambulants-là, les pays, ce qu'on appelle le droit d'occupation, la place publique, des taxes à 3 000 francs par mois. Si vous avez environ 100 ambulants dans votre commune, ou 1000 ambulants, vous multipliez 3 000 par 1000, ça vous donne combien? Et vous multipliez le montant par 12, puisque les crédits sont annuels, ça vaut combien? Donc le fait de les déléguer, il y aura un manque à gagner. Lorsqu'il était question la construction de l'auto-appel, là où j'ai fait ma deuxième thèse, mais j'ai dit aux gens de la société, oui, il est en train de satisfaire un groupe qui est là, comme moi, j'ai mon véhicule, pour me rendre à Banya. Et si vous faites l'auto-appel, je fais 45 000 pour aller chez moi. Mais en faisant l'auto-appel, vous avez déguerpi des populations. Mais ces populations-là, vous les avez vues aussi à la périphérie. J'ai rencontré une dame parce que avec des étudiants, on a fait une excellente sortie pour discuter avec les populations, aussi bien
ceux qui étaient sur l'emprise que ceux qui sont à Pix. Donc, le dialogue est fondamental. Et je disais, au-delà de la Pix, au-delà de la stratégie de l'état-major, il faut qu'il y ait véritablement un processus d'accompagnement, ce qu'on appelle la méthode sociale. Donc le dialogue et la délibération entre les citoyens, les élus et les experts sont essentiels pour éclairer les décisions, résoudre les conflits et construire un consensus autour des politiques publiques. On y a donc au-delà des élus, au-delà des acteurs du pouvoir étatique, il faut y impliquer d'autres acteurs qui sont dans la commune et faire en sorte qu'il y ait maintenant un consensus. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'idée de la mise en place des conseils de quartier, mais aussi l'idée de la mise en place des cadres de concertation. Alors, il y a maintenant la responsabilité et la responsabilité. La démocratie participative implique une responsabilité à tous les élus et les institutions publiques.